toutes et à tous, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Et je suis très ravi aujourd'hui d'accueillir Marvin Douar. Bonjour Laurent. Marvin, merci beaucoup d'être venu. Tu es le directeur général de 3DS. Exactement. C'est ça 3DS, nous on est experts en communication visuelle. Ça signifie qu'on conçoit, on fabrique et on installe tous les éléments liés à la signalétique, aux enseignes ou encore à la vitrophanie. C'est qui vos clients par exemple? C'est essentiellement des grands comptes, des grands donneurs d'ordre qui ont soit un multipoint de vente partout en France, soit des personnes qui ont, des entreprises plutôt, qui ont un gros parc tertiaire. Voilà, beaucoup de mètres carrés de bureaux. Ça veut dire quoi 3DS? 3DS, c'est le nom des trois Duchesne, qui à l'époque étaient les fondateurs de l'entreprise. Et comme ils s'appelaient Duchesne, c'était le D de Duchesne, le S parce qu'ils étaient plusieurs. Et donc ça a donné 3DS parce qu'ils étaient trois. Et donc tu as gardé leur nom, c'est ça? Et alors 3DS, c'est une entreprise que tu as rachetée il y a 12 ans, c'est ça? En partie, j'ai la chance d'avoir toujours un des associés qui est fondateur de l'entreprise. Donc on en a gardé un sur les trois. Et je dois dire que maintenant on est encore trois. Donc en fait ça fonctionne toujours. Et puis moi je m'appelle Douar, donc ça fait toujours 3 Duchesne. Ça marche. Douar, ça marche aussi. Et vous étiez 6. Tu me disais vous étiez 6 quand tu as repris 3DS. Tout à fait. Vous êtes 65. Qu'est-ce qui a changé en 12 ans? Raconte un peu ce qui se passe quand on passe de 6 à 65. Qu'est-ce qu'on traverse comme aventure? À 6, quand on arrive, c'est une petite famille. À 65-70, c'est ce qu'on appelle une très grande famille. Et c'est vrai qu'il y a une grande transition à mettre en place puisque on n'a pas du tout le même fonctionnement entre le moment où on est 6 et le moment où on est 70, tant sur la partie managériale que sur la partie juridique, que sur le nombre de projets à traiter, que les attentes de nos clients. Bref, on a évolué avec notre temps et qui fait qu'aujourd'hui, on s'adresse à une clientèle encore plus haut de gamme, on va dire ça comme ça, avec des exigences particulières. Et du coup, nous, on doit redistribuer aussi ces exigences-là en interne. Et c'est vrai que ça fait un gros changement. Tu as deux ou trois faits marquants de ces 10 ans, comme ça, de ce passage de 6 à 60, de sujets qui t'ont particulièrement marqué, frappé, en bien ou en difficulté d'ailleurs? Déjà, le premier, c'est la mise en place d'un CRM. Le jour où je suis arrivé en disant il faut mettre en place un CRM, on m'a regardé, on m'a dit non, toi on va te tuer, c'est sûr que non, on va pas mettre de CRM. Et maintenant, on revient 12 ans plus tard, on me dit bon, je l'enlève le CRM. Ah non, surtout pas, faut pas y toucher, c'est l'enfer. Ça, c'est vraiment un point qui est clé puisque c'est un événement technologique qui a révolutionné notre entreprise, mais qui a aussi révolutionné l'interne. Donc ça, c'est sans doute le premier point. Et le deuxième point, c'est pas que c'est marquant, mais c'est plutôt un rôle de suivi, c'est que on a réussi à conserver quasiment la même ambiance de quand on était à 6 que quand on est 70. Aujourd'hui, quand on part en séminaire, c'est comme quand on partait en soirée à l'époque entre nous 6. Aujourd'hui, on part, on arrive à embarquer tout le monde et c'est plutôt une continuité. Et ça, c'est un événement marquant pour moi parce que souvent, on entend parler en disant non, dès que tu commences à grimper, tu peux plus avoir le même management, ça fonctionne plus et ainsi de suite. C'est vrai que c'est pas le même, mais on le réadapte et ça fonctionne aussi. Et on est la culture des gagnants. Voilà, on veut avancer, on veut de la croissance pour l'entreprise. Et ça, de 6 à 60, tu arrives à garder cette culture de la gagne. Vous avez beaucoup de valeurs sportives, c'est ça? Vous partagez énormément de sujets sportifs ensemble? Globalement, on arrive à le tenir. Alors, on ne peut pas demander à tout le monde d'être à 100% au quotidien, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas à 100% au quotidien. Il faut savoir s'adapter aussi aux personnes qu'on a en face de nous. Ce qui est important, c'est de pouvoir toujours équilibrer les forces. Et dans l'équilibre des forces, tu parlais du monde du sport, c'est vrai que nous, on a beaucoup de sportifs en interne, que ce soit sur des sujets d'escalade, de rugby, enfin vraiment en sport divers et variés. Ils ont la culture de la compétition, l'envie d'y aller et surtout l'envie de satisfaire. C'est-à-dire, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, le plus important, c'est d'avoir réussi à tenir le cap. Voilà. Et après, on pourra toujours tomber contre plus fort que nous. Ça arrive, c'est comme ça. Le tout, c'est de se préparer pour la prochaine fois pour être plus fort que celui qui vient de nous battre. Donc, culture de la gagne, cohésion. Je crois que c'est vraiment le mot qui revient et qui est revenu beaucoup quand on a préparé l'émission. Cohésion, ça passe par quoi? Ça passe par tout un tas d'éléments en interne, mais le plus important, c'est la communication. Puisque tu ne peux pas faire de bonne cohésion si tu ne communiques pas. Alors ça passe par le top management qui doit bien redescendre les informations, mais ça passe aussi par le top management qui doit écouter les retours du terrain. Et si tu écoutes, tu es capable de beaucoup mieux ajuster ta stratégie et faire en sorte que ce que tu proposes réponde aux besoins. Et derrière, si tout le monde est OK sur la stratégie, le besoin et les grandes lignes, ça crée de la cohésion puisqu'il y a une aventure commune que tout le monde a envie de suivre. Et si tout le monde va dans le même sens, globalement, normalement, il n'y a pas de carambolage. Et donc, ça fait de la cohésion. Il y a un autre sujet qui te tient à cœur, c'est celui des avantages et ta manière de rémunérer concrètement
l'ensemble de tes équipes. Là-dessus, tu as mis en place des choses assez vite qui n'étaient pas obligatoires. Je confirme. Tu peux nous en dire quelques mots? Bien sûr. Chez 3DS Group, nous, on a vraiment la culture du partage à tout niveau. C'est-à-dire que moi, je considère que pour pouvoir avancer, encore faut-il que les personnes soient fortement contributeurs à cette avancée-là et qu'elles aient un avantage significatif. Et donc pour ça, nous, on a mis en place très très rapidement, on était à peine 25 dans l'entreprise, une prime d'intéressement qui a pour principe simple, hein, plus les résultats de l'entreprise sont bons, plus on redistribue auprès des collaborateurs. Qui va jusqu'à quel niveau de rémunération pour eux? On a eu des années qui montaient quasiment à 4 000, 5 000 euros pour chaque collaborateur. Maintenant, on est aux alentours à peu près des 2 000, normal puisqu'on a internalisé beaucoup plus de force en interne, donc ça joue aussi sur le nombre et sur le partage. Et ensuite, on a traité tout un tas d'autres éléments comme la mutuelle qui a été prise en charge à 100% par l'entreprise, puisque si les collaborateurs ne sont pas en bonne santé, c'est difficile de les faire avancer aussi. La prime vacances, les tickets restaurants qui sont quasiment au plafond maximal, et je passe un certain nombre de détails. Dès qu'on a pu donner des primes Macron, ou maintenant ça s'appelle les primes de partage de valeur, on l'a fait. Bref, dès qu'on peut redistribuer, on le fait. C'est important, je pense, aujourd'hui de distribuer ce qui peut être partagé. Tu me disais aussi que tu as mis du télétravail avant même qu'il devienne obligatoire ou qu'il soit rentré dans les habitudes. Oui, on a signé notre première convention télétravail il y a quasiment 8-9 ans, sur lequel déjà on a donné un cadre et la possibilité de. Puisque quand le télétravail a démarré, c'était les balbutiements un petit peu même législatifs. Et nous, on a pris la décision de faire un accord d'entreprise interne qui a permis aux collaborateurs et notamment au CSE de pouvoir décider collectivement de ce qu'ils voulaient dans l'entreprise. Et aujourd'hui, globalement, on arrive à un statut à 2 jours, voire 3 pour les postes qui peuvent pratiquer du télétravail. Et qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire cet accord de télétravail vraiment à une époque où on n'en parlait pas du tout, quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé pour ça? On a chez nous énormément de collaborateurs qui habitent relativement loin de l'entreprise. Pourtant, nous, on est à Port d'Italie. Mais il est vrai que j'ai bien 70% des collaborateurs qui n'habitent pas Paris, qui habitent beaucoup plus loin que Paris. Et à un moment donné, ça va juste de l'évidence. Un graphiste qui vient dans l'entreprise pour juste avoir une cohésion d'équipe, certes, mais finalement un ordinateur et 2 écrans, bah, autant lui faire gagner quasiment pour certains 3 heures dans la journée où on va lui mettre à disposition à son domicile 2 écrans et un ordinateur. Il aura le même confort, sauf qu'il aura gagné 3 heures. Ça, 2 fois par semaine, on parle de 6 heures multipliées par 220 jours travaillés. Enfin, ça peut être colossal pour tout le monde. Et à la fin, c'est quand même plus agréable. Et en même temps, d'un autre côté, tu me dis, c'est parfois les collaborateurs qui eux-mêmes mettent le frein au télétravail. C'est ça qui était assez bluffant, c'est que à la sortie Covid, on a un petit peu accéléré cette notion de télétravail. Parce que déjà, la société grandissait et on n'avait pas des locaux qui permettaient de pouvoir s'étendre. Et donc, on a demandé aux collaborateurs de bien s'établir sur du 2 à 3 jours de télétravail pour qu'il puisse y avoir un roulement en interne. Et il s'avère que bizarrement, alors qu'à l'époque, tout le monde le demandait fortement, certains ont mis un coup de frein en disant « Ah mais non, mais je suis beaucoup mieux dans les locaux, je peux déjeuner avec mes collègues, je peux participer. » Nous, on fait énormément d'événements internes, que ça passe par du petit-déj ou par de la soirée thématique ou même un midi pour un anniversaire. Et en fait, les collaborateurs souhaitent revenir pour avoir cette ambiance-là qu'ils n'ont pas chez eux. Donc, c'est-à-dire qu'on en revient au b.a.-ba de l'entreprise qui est de dire « Je ne suis pas seul, j'ai des collègues, j'ai des camarades que j'ai envie de suivre. Et finalement, quand je suis tout seul, j'ai un confort technologique parce que je suis chez moi tranquille. Mais la vérité, c'est que quand je suis au travail, c'est convivial. » Parce que tu m'as dit le bureau. Ma vision du bureau, en tout cas comme la manière dont je le conçois, c'est un lieu d'échange et de partage social plutôt que de réalisation de la performance. Oui. Tu peux nous expliquer cette phrase qui m'avait interpellé quand on a préparé? Je considère que la performance, elle peut être faite chez soi ou à l'entreprise. C'est plus une caractéristique de formation interne, d'être bon à son poste, d'être cohérent avec ce qu'on doit faire par rapport à sa fiche de poste, ses missions et ainsi de suite. Ça, c'est de la performance. Mais ça, c'est ce qu'on va appeler la performance, on va dire, individuelle. La performance collective, et c'est ça qui viendra sur l'aspect convivialité, ça ne passera que par l'échange entre pairs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tout le monde s'imbrique et se dise « Waouh, c'est ça qu'on a envie de faire, c'est là où on veut aller ». Et là, d'un seul coup, la performance individuelle devient de la performance collective sans qu'elle soit recherchée. C'est en fait, les personnes viennent pour prendre du plaisir à échanger, discuter avec les autres. Elles ne viennent pas en se disant « Tiens, on va faire de la performance collective ». Et en échangeant, ça se transforme en performance collective. Donc finalement, un petit peu de chez soi, un petit peu au bureau, bref, que ça convienne à tout le monde, ça marche très très bien.
Donc performance individuelle chez soi, performance collective au bureau, quoi, si je résume. Oui. Ouais. Globalement, c'est ça. Ouais. Ça ne veut pas dire que la personne chez elle se met des murs autour d'elle, ne communique plus et ainsi de suite. Ouais. Mais ça permet d'être chez soi, de se recentrer aussi sur ses missions, sur ses tâches. On ne va pas se mentir, ça permet aussi d'être moins dérangé, d'être moins sollicité et de pouvoir avoir une meilleure concentration à un instant T. Par contre, je suis moi aujourd'hui complètement contre le 100% télétravail ou le 100% bureau. On est en 2024, il faut qu'on soit dans un monde hybride et surtout qui corresponde aux besoins des collaborateurs. Et encore une fois, nous, chez nous, on ne force personne. Un collaborateur, et on en a un qui nous dit « moi, le télétravail, c'est niet », s'il a dit c'est niet, qu'il n'a pas envie, qu'il a essayé et que ça ne lui convient pas, on ne va pas le forcer à le faire. Parce que là, si on commence à forcer les gens, on revient dans les années 50, ça ne marche pas. Il y a un autre sujet important, c'est celui du développement des compétences. 100% de tes collaboratrices sont formés. Oui. Tu les formes à quoi ? Déjà, c'est une grande fierté pour nous parce que 100% des collaborateurs formés, c'est un véritable défi. Ça signifie qu'il faut trouver des formations qui correspondent à tout le monde, que tout le monde a envie de suivre et qu'ils soient aussi volontaires pour les suivre. C'est pareil dans le cadre de ne pas forcer les collaborateurs. Et donc pour ça, on a, on va dire, des terrains et on les détermine avec un plan d'action de formation et avec une stratégie de formation qui est définie tous les ans. Souvent, on a 7 axes, 7 grands axes. Et on va avoir, pour récapituler, un axe stratégique qui va s'appeler un axe collectif. Et sur cet axe collectif-là, il peut être soit directement lié à leur métier, soit uniquement à ce qui se fait en ce moment et des grandes causes, on va dire françaises. Typiquement, lorsqu'on a mis en place la fresque du numérique ou la fresque du climat, ça n'a pas un lien direct avec le poste en question et les fonctions de chaque collaborateur, mais c'est un enjeu lié à une culture pour elle-même. Donc ça, c'est le premier axe, c'est l'axe collectif. Il peut y avoir de l'axe collectif sur des formations aussi comme l'intelligence artificielle ou autres qui sont des vecteurs stratégiques pour l'entreprise. Et le deuxième axe, il est très personnel, où là, pendant les entretiens pro ou pendant les entretiens annuels, on va aller rechercher tous les besoins de nos collaborateurs, on va les comparer avec les besoins de l'entreprise et on va faire en sorte d'allier les deux. Et il y a aussi une notion de plaisir, on en a parlé pendant la préparation, qui consiste à dire on n'est pas que sur de la formation qui doit être bénéfique que pour l'entreprise. Les collaborateurs recherchent aussi et attendent de la formation qui sont bénéfiques que pour eux. Et ça leur fait du bien, c'est comme une forme de récompense pour eux. Et donc on doit aussi abonder dans ce sens-là. Tu as parlé de l'IA, donc je vais rebondir dessus. Quel regard ils portent, eux, sur l'arrivée de l'IA dans leur métier ? Ça va dépendre des personnalités. Nous, on sait que l'IA, c'est un point fort pour nous sur certains métiers, comme par exemple les graphistes, où demain, on pourrait améliorer leur recherche de photos, de thématiques, de moodboard, aller s'ouvrir à une culture graphique rapide et imminente qui leur donnerait des idées. Ça, c'est des choses sur lesquelles l'IA va pouvoir aider. Mais il y a aussi ceux qui pensent que l'IA va pouvoir les remplacer. Voilà. Donc ça, c'est une autre catégorie de personnes où à un moment donné, on voit que l'IA aujourd'hui, même sur un appel d'offres public, on peut transmettre toutes les données de l'appel d'offres directement à l'IA et l'IA va prendre l'appel d'offres, il va le décomposer entièrement et va nous proposer carrément des réponses à cet élément-là. Et là, le commercial va se dire, oui, mais quelle est ma valeur ajoutée ? Moi, j'ai une politique un peu différente qui consiste à dire que tout est mis sur la table aujourd'hui, puisqu'en fait, on ne sait pas là où va nous emmener l'IA. Tout ce que je peux dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, ce qui contrôle l'IA, c'est l'humain. Et en fin de compte, on donnera à l'IA ce qu'on veut bien lui donner. Et à partir du moment où on décide que les deux doivent être complémentaires, finalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et donc, moi, je considère qu'on ne doit pas laisser le sujet de côté. Au contraire, d'ailleurs, nous, l'année prochaine, on rentre avec la BPI sur leur programme IA Booster, sur lequel la BPI va nous accompagner pour déterminer comment l'IA peut nous aider dans la vie de tous les jours dans notre entreprise. Et donc, on prend bien le sujet en main. Bon, le dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est celui du handicap et de l'inclusion. C'est pas très fréquent que dans des petites entreprises, on soit à un taux de handicap aussi élevé que le vôtre, c'est-à-dire 4%. Comment on y arrive ? La première chose, c'est de comprendre sur quelle typologie de poste on peut avoir des personnes en situation de handicap. Parce que nous, on a la chance d'avoir des postes divers et variés. Il y a du bureau, de l'administratif, du graphisme sur écran, de la production, de la pose. Et à un moment donné, il faut se poser les questions en disant
où est-ce qu'on pourrait intervenir des personnes en situation de handicap et comment on pourrait les accompagner pour qu'ils puissent intégrer notre structure. Et le premier pôle, qui d'ailleurs a été volontaire il y a plusieurs années, c'est le pôle de production. Et en fin de compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti voir des écoles spécialisées dans ce domaine-là. Et on leur a dit, voilà, nous, les fiches de poste qu'on a chez nous, est-ce que vous pensez que c'est possible d'intégrer des personnes en situation de handicap? Et en fin de compte, ces établissements-là nous ont aidés, épaulés, en faisant quoi? Des journées d'immersion. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, parce que c'était des jeunes en situation de handicap, qui sont venus dans l'entreprise et qui ont dit, bah voilà, nous on vient passer une journée, 2 journées, 3 journées. Et en fin de compte, sur ce principe-là, on a commencé à les embaucher. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qu'on a eues en situation de handicap, en alternance, au démarrage, on les a embauchées en CDI derrière. Parce qu'ils ont une culture de la passion, et quand ça leur plaît, bah, ils ont envie d'y aller. Voilà. Et ça, je pense que c'est une histoire vraiment cool. Et notre métier maintenant, ça va être de faire en sorte que ce principe-là s'accélère sur tous les pôles de l'entreprise. Et je dois aussi passer un message qui est relativement important, c'est que plein de personnes dans l'entreprise aujourd'hui pourraient prétendre à une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, mais ils ont une peur et une crainte sociale de le faire. Et donc nous, on fait un deuxième vecteur, c'est qu'on fait en interne des plans de communication pour non pas pousser les personnes à cela, mais pour faire changer les mentalités. Et il est possible que derrière, ça ait un impact et que la personne se dise « Ah, ça y est, je peux peut-être le faire. Si je suis accepté en plus, pourquoi ne pas le faire ?» Et donc, on essaye de le mettre en place. Merci beaucoup pour ce temps ensemble. On arrive à la fin de cette émission. C'était très intéressant et je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Laurent. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.